C'est avec un Mistral capricieux que Marseille se réveille. Pas de quoi démotiver la centaine de citoyens venus partager leurs préoccupations autour de la mer. Troisième thématique, ça sera sur le trafic maritime. Allez, on embarque! À bord de ces 8 voiliers, tous sont venus pour parler pollution, trafic maritime, mais surtout éolien en mer. Un enjeu capital en Méditerranée, puisque cette nouvelle énergie verte doit se développer massivement d'ici 2050. Avec cette ambition portée par l'État, on estime qu'environ 300 éoliennes pourraient voir le jour. Des intentions assez peu connues pour les participants de ce débat à ciel ouvert. C'est l'objectif, de sensibiliser les gens à cette question et de les préparer à, parce que demain il y ait potentiellement des éoliennes devant chez eux. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc oui, c'est un débat qui me semble nécessaire et c'est bien que ça ait lieu. C'est un peu opaque dans le sens où on se dit oh là là, c'est déjà décidé, etc. Et si c'est mauvais pour l'environnement, est-ce qu'on va nous le dire ou est-ce qu'on va nous le cacher? J'ai pas eu énormément d'infos en fait en tant que citoyenne. Je les ai cherchées les infos en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ne les cherchent pas. Rendre l'information accessible, ce serait l'objectif du gouvernement à travers La Mer en débat, un programme défendu par le secrétaire d'État à la mer. Comment est-ce qu'on informe aujourd'hui les Français sur cet enjeu important de la mer? Justement avec ce débat public. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays, et c'est la première fois en Europe d'ailleurs, que nous allons avoir un débat public sur la planification en mer. C'est quoi la planification en mer? On vous coupe, monsieur Berville. Nous, ça nous intéresse cette concertation inédite. Vous allez le voir, elle cache son lot de dérives environnementales. Un comble pour l'arrivée d'une nouvelle énergie, pourtant verte. À la rédac, on s'est intéressé de plus près à l'acteur central de cette concertation, la Commission nationale du débat public, ou CNDP pour faire plus simple. Alors on allume la lumière, les caméras, et c'est parti. Il est important de débattre avec les Français et les Françaises. Donc, qu'est-ce qu'on peut interdire? Qu'est-ce qu'il faut préserver? Et enfin, de comment on y développe des productions, par exemple, la production d'énergie d'éoliennes à travers les éoliennes en mer. D'accord, mais elle garantit quoi cette commission? Parce que oui, on ne vous a pas encore dit, mais la CNDP, c'est ce que l'on appelle une autorité administrative indépendante. L'État doit la saisir pour tout projet ayant une incidence sur l'environnement. On garantit que la concertation aura lieu et que ses résultats seront entendus par l'État et qu'il devra y répondre. Est-ce qu'il suivra les recommandations? Ça, c'est lui à en décider, mais il devra s'en expliquer. Le niveau d'information du public sur les questions d'énergie est en fait assez élevé. Donc il y a un très haut niveau de conscience et d'éducation et de connaissance sur le sujet, vraiment. Bon, le niveau d'information sur les éoliennes a beau être très haut, ça mérite quand même une explication. En Méditerranée, 3 projets dits pilotes destinés à tester la technologie vont voir le jour d'ici fin 2024. Enfin ça, c'est sur le papier, puisque la mise en service de 2 d'entre eux était prévue il y a déjà 3 ans. Plus tard, à l'horizon 2030, 2 parcs commerciaux plus grands vont s'y ajouter. L'un au large de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et l'autre dans l'Aude. Sauf qu'au gouvernement, on ne compte pas s'arrêter là. En 2050, une 50aine de parcs similaires à celui-là devraient être créés. Une ambition assez vague, qui est donc problématique pour ce journaliste sétois, spécialiste du sujet depuis 30 ans. Est-ce que quand on dit aux gens qu'il y a un parc à Fos et un parc au large de la Narbonnaise, on leur cache pas finalement un petit peu l'information qu'il va y en avoir finalement un peu partout? C'est le problème du saucissonnage entre guillemets de l'information. C'est-à-dire que dans un premier temps, on leur a dit voilà, on va en faire 2 petits parcs, ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas trop et même à la limite, ça pourra se visiter, ça va être un plus pour le tourisme. Donc oui, on leur a plus ou moins caché l'intention. Moi je crois que ça va être une surprise si c'est validé. Cette version, elle est appuyée par un ancien membre de la CNDP justement. Vous vous rappelez? La commission chargée d'organiser le débat? Il a souhaité rester anonyme. Ses propos sont donc rejoués à l'identique par un comédien. Ce qui ressort de nos débats, c'est une grande déception des acteurs, scientifiques, environnementaux, notamment sur les emplacements qui sont retenus par l'État, qui sont dans des zones protégées. Et c'est très difficile de leur faire accepter ça, surtout qu'ils se sont exprimés là-dessus. Pour beaucoup de scientifiques, pas tous, c'est assez surprenant. Ils ont l'impression de ne pas être pris au sérieux. Au mois d'octobre 2023, une réunion publique est organisée à Narbonne par la CNDP et RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité. On envoie donc une demande pour pouvoir filmer l'échange,
Mais même en les ayant contactés plusieurs semaines en amont, visiblement, nous ne sommes pas les bienvenus. Nous filmons donc en caméra discrète. À l'intérieur, il n'y a pas foule. Dans la salle, seule une dizaine de personnes sont présentes, dont 5 citoyens, ici en bleu. Les autres participants sont des acteurs des projets. La mairie de Narbonne, une candidate à l'appel d'offres et le département, mais aussi la LPO. Là aussi, c'est 2 parcs de 250 MW, donc un PACA, un Orange de la Narbonnaise, avec une extension ultérieure dans un délai très court de 500 MW supplémentaires. Donc 250 MW, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la consommation domestique de 500 000 habitants, l'équivalent de l'agglomération Montpellier. Ces débats, organisés avec la CNDP, sont retranscrits et transmis à l'État, qui a l'obligation d'en prendre connaissance. Oui, mais il ne doit pas forcément les écouter. De quoi exaspérer Maryse Arditi, présidente depuis 1988 d'une association environnementale à Narbonne. Dans tout le débat public, tous les gens disaient « Attendez le résultat des études ». Parce que c'est pareil, les études ont commencé en 2022, elles sont même pas finies, quoi. Donc elles continuent 2024-2025, donc attendez le résultat. Non mais on a des premiers résultats, ça va, les oiseaux, ils sont pas plus à un endroit, on peut... Enfin, voilà. Non mais après, une fois qu'ils avaient dit faut y aller, en fait faut y aller pourquoi? C'est parce que l'État, ce qui l'intéresse dans les éoliennes en mer, c'est que c'est des flottantes, c'est-à-dire que c'est un type d'éolienne qui n'est pas encore si répandu que ça. Donc si on avançait suffisamment vite, on pourrait être parmi les bons. Et un point en particulier irrite Maryse Arditi. Ça concerne les fameuses éoliennes pilotes. Oui, vous savez, celles qui ont 3 ans de retard. Vous avez fait des éoliennes pilotes. Attendez d'avoir les premiers résultats. Ça donnera une idée du type d'impact que ça peut avoir. Comment est-ce que si on fait 10 fois plus d'éoliennes, il pourra avoir... Ça nous permettrait d'ajuster, de faire la fameuse séquence, éviter, réduire, compenser. Oula! Attendez Madame Arditi. On se perd avec tous ces acronymes. La séquence éviter, réduire, compenser, aussi appelée ERC, qu'est-ce que c'est? Premièrement, les acteurs doivent éviter d'impacter le milieu. Si ce n'est pas possible, ils doivent réduire au maximum leurs effets. Et en dernier recours, il leur faut compenser les actions négatives qu'ils ont sur l'environnement. Enfin ça, c'est en théorie, puisqu'en pratique, cette séquence n'est pas obligatoire dans la loi, mais une simple recommandation, assez déconcertant pour d'autres militants. Notre plaidoyer, ce qu'on dit, c'est qu'on voudrait que le développement de l'éolien offshore soit une opportunité de diminuer les pressions qui préexistent sur l'environnement marin pour rendre un peu plus acceptable ces activités qui vont venir se surajouter sur l'environnement marin, puisque sinon on va forcément avoir un déclin de la biodiversité. On aura beau faire autant d'évitement, de réduction, de compensation qu'on voudra sur l'éolien offshore, tant qu'on n'aura pas diminué les autres pressions, c'est une pression qui va venir se surajouter et donc les écosystèmes vont diminuer. La séquence ERC serait donc essentielle. C'est ce que souligne l'une des rares études scientifiques publiées à ce jour. Elle met en avant des pressions à enjeu majeur sur certaines espèces lors de l'installation des éoliennes. Un impact à limiter au maximum grâce à ERC justement. D'autant plus que, devinez quoi, elles seront en partie installées dans des zones sensibles, bah oui, préservées pour la richesse de leur biodiversité. Et ça, c'est les parcs commerciaux, ils vont être là, ici. Ils ne sont pas dans les zones Natura 2000 sur la côte, ils sont dans la zone Natura 2000 du Grand Dauphin, là. En plein dedans. Et vous voyez là, l'extension, elle va être dans le parc naturel marin. Ça, c'est le parc naturel marin, là. La méthode ERC. Certaines des 13 entreprises candidates pour exploiter les futurs parcs commerciaux ne le voient pas du même œil. Direction Marseille, où nous avons rendez-vous avec l'une d'entre elles. Essayer de trouver des solutions pour limiter son impact, c'est perdre du temps pour Nicolas Boutin, et donc ne pas gagner le moindre centime. Éviter, réduire, oui, c'est sûr que c'est plus compliqué que... Enfin, quand on ne peut pas le faire, on va aller directement compenser. On lance les projets de ces éoliennes en mer, c'est-à-dire les appels d'offres et puis les premières études, etc. En même temps, on fait du en même temps, comme dirait le président. On lance les études qui doivent être lancées, puis quand on a les résultats, on adapte le projet pour avoir un minimum d'impact et on revient sur la fameuse séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Mais comment on sait concrètement ce qu'on doit compenser si on n'a pas encore les résultats des études? Non mais on finalise la séquence quand on a eu les résultats. Ce fonctionnement est vivement dénoncé par les scientifiques que nous avons rencontrés.
y compris la présidente du conseil scientifique de l'Observatoire de l'éolien en mer, une structure créée en 2022 par l'État et censée superviser le développement du secteur. C'est la solution de faciliter la compensation. On plaque quelque chose qui a marché, disons, au niveau terrestre, on le plaque sur le marin, alors que moi je pense qu'il faut inventer autre chose, il faut imaginer autre chose. En mer, le milieu se déforme, il n'y a pas des limites rigides. Si vraiment il y a un banc de poissons, ce banc de poissons, il peut se déplacer où il veut, etc. L'État n'a pas anticipé le fait qu'il fallait demander aux scientifiques une analyse pour savoir quelles actions il fallait faire. Donc voilà, c'est ça que je dirais, moi, c'est qu'on a agi avant de savoir comment il fallait agir. Nous irions donc trop vite pour la science. Soit. Mais qu'en pense le gouvernement ? À Marseille, Hervé Berville, le secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité, défend les ambitions de la France. Face au changement climatique, on n'a pas vraiment le temps d'attendre. Pourquoi on fait des éoliennes en mer ? C'est pas simplement parce qu'on se dit que c'est bien de mettre des choses dans la mer. C'est tout simplement que le facteur numéro 1 du réchauffement climatique, ce sont les énergies fossiles. Le charbon, le pétrole, le gaz. Donc, et on voit bien avec la guerre en Ukraine qu'on ne peut pas se payer le luxe d'être encore plus dépendant de M. Poutine ou d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient. Et donc nous avons suffisamment d'études, de retours en France et dans un certain nombre de pays pour se lancer. Peu importe les résultats de ces études finalement. Ah ben si, on prend en compte les résultats de ces études. C'est pour ça que quand on fait une cartographie, par exemple, on prend en compte la migration des oiseaux, on prend en compte l'enjeu de la préservation de la biodiversité, mais on prend en compte aussi où se trouve le vent, on prend en compte où est-ce qu'il y a des activités. Donc dans tout ce que nous faisons, nous prenons en compte la science de manière cumulative. Mais on n'attend pas d'avoir toute la science pour commencer, parce que sinon on attendra encore 100 ans. Baratin. En fonction de là où est-ce qu'il y a... Baratin. Nous retrouvons la militante écologiste Marie Zarditi, cette fois sur la plage de Gruissant, près de Narbonne. Nous lui avons fait visionner les images de notre enquête. C'est que l'État, il y a 3 ans, a mis 50 millions d'euros pour commencer à faire les études d'impact. D'ailleurs, on savait des choses, on savait un peu des choses comme ça. Mais la mer, c'est un milieu qu'on ne connaît pas très bien. On flotte dessus, on gratte en dessous, c'est à peu près tout. Il aurait fallu se réveiller plus tôt. Quand on saura qu'il n'y a pas d'impact sur l'éolienne, le projet sera fait depuis longtemps. Donc après, il n'aura plus besoin ni qu'on lui tape dessus, ni qu'on le soutienne, quoi. Ce sera, on prendra acte. Quelqu'un m'a dit, mais de toute façon, même si on avait attendu les éoliennes pilotes, est-ce qu'on est capable, en regardant comment ça se passe pour 3 éoliennes, de déduire quel sera l'impact pour 50 ? Eh bien moi, scientifique, je ne sais pas faire. Ce combat de Marie Zarditi et de tous les militants environnementaux ne fait que débuter en Méditerranée. 10 ans après les premiers débats, le choix de l'énergie éolienne fait consensus, mais les divisions continuent sur la méthode employée. Dès 2030, les premiers parcs devraient alimenter 3 millions d'habitants en électricité, soit 10% de la consommation des régions PACA et Occitanie.